Euh, donc moi, je suis très heureux d'être là pour parler de cette question du conflit d'intérêts tel qu'elle émerge tout particulièrement en France à partir des années 2000, hein, puisque c'est finalement une notion qui a une histoire en France qui est encore relativement courte, qui est en quelque sorte entrée en politique dans les années 2000 et qui a été consacrée par une loi de 2013 qui reconnaît pour la première fois cette notion de conflit d'intérêts dans le droit français. Alors, moi, je ne suis pas juriste, hein, je suis sociologue, donc ce que je voudrais faire ici, c'est plus un travail qui essaye de montrer pourquoi aujourd'hui la question du conflit d'intérêts a une acuité, une gravité particulière, pourquoi on a une situation qui finalement a changé depuis les années, disons, 1990. Donc, pourquoi il faut s'intéresser particulièrement, en quelque sorte, au conflit d'intérêts aujourd'hui. Donc, ce sera un peu un espèce de diagnostic, un état des lieux de cette question du conflit d'intérêts vu sous l'angle des transformations des rapports entre l'État et le marché depuis une trentaine d'années. Et puis ensuite, peut-être effectivement, une fois que ce diagnostic aura été un peu posé, essayer de réfléchir d'abord aux enjeux, pourquoi le conflit d'intérêts ou la multiplication des situations de conflit d'intérêts peut poser un problème qui n'est pas seulement un problème de frontières, mais qui est aussi un problème de démocratie. Et puis ensuite, voir comment on a répondu à ce jour à cette question-là en France en particulier, les réponses pour en quelque sorte gérer, prévenir les situations de conflit d'intérêts et de réfléchir un peu aux difficultés spécifiques que cela pose. Alors, d'abord, cet état des lieux, je dirais qu'il faut que la question du conflit d'intérêts se pose sous un angle nouveau depuis, je dirais, ce qu'on peut appeler la mue néolibérale des États, c'est-à-dire la transformation du rôle de l'État par rapport à l'économie, c'est-à-dire le fait, bien sûr, que les États ont largement privatisé, donc se sont séparés d'une partie importante des entreprises publiques, mais aussi parce que plus fondamentalement, le rôle de l'État dans l'économie a changé. Il y a toujours une forme d'interventionnisme de l'État, mais ça n'est plus le même interventionnisme. Ça n'est pas un interventionnisme de l'État sur le marché pour faire exister, dirons, un secteur public alternatif au secteur privé, avec voilà, des grandes entreprises publiques, de réseaux en matière d'énergie, de transport, etc. Le rôle de l'État principal, tel qu'il s'est redéfini justement dans les années 90, c'est celui d'organiser les marchés privés, de réguler, c'est le mot clé en quelque sorte, de réguler les marchés privés, donc à travers notamment ces agences de régulation. En France, il y a l'autorité de la concurrence, il y a l'autorité des marchés financiers, il y a toutes sortes d'autorités sectorielles en matière de concurrence aussi pour le secteur de l'énergie, des transports, des télécommunications, etc. Donc en fait, il y a un interventionnisme qu'on pourrait appeler libéral, parce que l'État intervient, mais il intervient pour faire des marchés concurrentiels, pour assurer le caractère concurrentiel des marchés, de les réguler. Et évidemment, cette transformation, elle a totalement changé le rapport entre le monde de l'entreprise, et notamment des grandes entreprises, et le monde de l'État. Pourquoi? Parce que dans la mesure où l'État fait les marchés privés, à travers des autorisations, des agréments, des sanctions, des surveillances, etc., à partir du moment où l'État devient le garant de la concurrence et des marchés privés, eh bien, il devient aussi, du coup, forcément essentiel pour les entreprises, pour les grandes entreprises. Une partie, je dirais, du pouvoir, de la part de marché d'une entreprise se joue dans sa capacité, bien sûr, à peser sur la réglementation, à peser sur ses agences et à orienter à différents niveaux de l'action publique, justement, cette organisation, cette régulation des marchés privés. Ça, c'est un premier point du tableau. Le deuxième point du tableau, c'est que l'État, dans son action comme investisseur,
dans son action comme actionnaire, dans son action comme propriétaire d'un domaine public, dans son action comme opérateur de commande publique, les marchés publics, a complètement changé ses façons de faire. Il s'appuie de plus en plus sur des opérateurs privés. Ça peut être des cabinets d'avocats, ça peut être des cabinets de gestion et d'audit, ça peut être des cabinets, des banques conseils, pour réaliser son action. Parce que justement, l'État, d'une certaine manière, cherche à construire sa légitimité comme un acteur privé en quelque sorte comme les autres. Et donc, il s'appuie pour pour investir, pour gérer ses actions dans les entreprises ou ex-entreprises publiques. Il s'appuie sur toute une industrie du conseil qui s'est considérablement développée du coup sous l'effet de cette transformation. C'est-à-dire il y a tout un marché de l'expertise de l'État, du conseil de l'État. On le voit d'ailleurs dans la manière de gérer le Covid, en Grande-Bretagne ou en France, là encore face à l'échec pour l'instant du gouvernement français à mener une campagne de vaccination rapide. Eh bien, Emmanuel Macron a fait appel pour en quelque sorte court-circuiter la bureaucratie inefficace, eh bien, à un cabinet d'audit, McKinsey, pour ne pas nommer cette structure. Donc, ce qu'on voit émerger, c'est un recours à des formes de sous-traitance de plus en plus fréquentes. Alors, un des cas paradigmatiques, ça a été les partenariats publics-privés, c'est-à-dire de concéder en quelque sorte à des opérateurs privés des grands travaux, des grandes opérations de construction d'universités, de tribunaux, de ministères. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les PPP, comme on dit, les partenariats publics-privés, sont largement discrédités en France, notamment parce qu'ils sont en fait des coûts énormes, parce qu'ils sont très fragiles juridiquement. Enfin, il y a toute une série de raisons qui font, y compris Emmanuel Macron, a renoncé au partenariat public-privé. Mais je vois que dans d'autres pays, au contraire, le recours au PPP se développe. Donc, bon, là, il y a des questions qui se posent, mais voilà, peu importe. Ce qui m'intéresse ici, c'est cet état des lieux. L'état des lieux, au final, c'est celui d'un brouillage beaucoup plus fort sous l'effet de cette mue néolibérale de l'État, un brouillage du public et du privé, beaucoup plus fort que dans la situation antérieure, je dirais, des années 70. On assiste à une forme de resserrement du lien entre la haute administration, les grandes entreprises, autour justement de cette relation entre le marché entre l'État et le marché. Et c'est intéressant parce que je dirais les idées néolibérales telles qu'elles avaient été initialement développées dans les années 70-80 pariaient sur le fait que eh bien, la transformation néolibérale aurait pour effet de clarifier ce qui est du privé et ce qui est du public, de construire un État modeste, d'avoir un marché autonome. Et au contraire, on voit que ces politiques néolibérales, eh bien, elles ont au contraire eu pour effet de renforcer le brouillage, la superposition des deux. Alors, ça passe par, je l'ai dit, le développement d'une industrie du conseil et du lobbying qui est considérable depuis une vingtaine d'années, qui évidemment met sous pression en quelque sorte la décision publique à tous les niveaux. Elle peut être en France, c'est évidemment en partie au niveau de l'Union européenne que ça se joue, puis ça se joue évidemment dans les ministères, au Parlement, dans les cours de justice et évidemment dans les agences de régulation. Donc on a toute une chaîne de la décision publique qui est là aussi beaucoup plus complexe qu'il y a 30 ans. Et tout au long de cette chaîne de la décision publique, eh bien, a émergé, on pourrait dire, toute une industrie de l'influence qui cherche à peser évidemment sur la décision publique. Alors, cette industrie de l'influence, elle s'est consolidée aussi grâce à tout un jeu de pantouflage, comme on dit en France, c'est-à-dire, ou en anglais on dirait revolving doors, c'est-à-dire de circulation, de passage du public au privé, de débauchage de hauts fonctionnaires, d'hommes politiques, souvent d'anciens régulateurs, justement,
qui eh bien, sont censés donner à ces cabinets d'avocats, à ces banques conseils ou à ces cabinets d'audit, eh bien, une expertise de l'État, de la manière dont il fonctionne, voilà, pour en quelque sorte le décrypter et anticiper en quelque sorte les régulations. Alors, cet état des lieux, quel type d'enjeu il soulève? Bon, bien, il me semble qu'il y a toute une série d'enjeux qui font que ce brouillage peut être problématique d'un point de vue politique et démocratique. Alors, pour beaucoup, le brouillage public-privé, ça apparaît comme quelque chose de positif, hein. Il y a tout un discours sur la mobilité publique-privée comme une forme de respiration, on dirait, de l'État, comme une forme de renforcement, on dirait en anglais de cross-fertilization, où chacun le public va s'enrichir du privé, le privé du public. Évidemment, ça, c'est la vision un peu, on dirait, irénique, la vision extrêmement positive de ce qui est en train de se passer, tout contre l'État, tout contre la décision publique. Je ne nie pas que ces circulations peuvent avoir des effets positifs, mais j'aimerais pointer quand même des effets, politiques et démocratiques sur lesquels il faut prêter attention, auxquels il faut prêter attention. Parmi eux, bien sûr, ce qu'on appelle, ce qui est lié à des enjeux de capture. La littérature sur la capture est bien développée. Capture, ça veut dire que le régulateur, eh bien, dans ces contextes que j'ai décrits, contextes à la fois de circulation publique-privée, d'interpénétration, eh bien, le régulateur, par exemple le régulateur des marchés, le régulateur de la concurrence, le régulateur de la santé publique, bon, toutes sortes de régulateurs, eh bien, sous cet effet, dans ce brouillage, eh bien, va sans doute descendre ces exigences de contrôle. En tout cas, on peut en faire l'hypothèse. Où le régulateur, tendre à adopter en quelque sorte le point de vue du régulé, le point de vue des régulés et des grandes entreprises notamment. Par exemple, en surestimant le coût d'une intervention de l'État ou disons, en hésitant à faire intervenir l'État et à réguler, c'est-à-dire souvent en pariant de plus en plus sur la capacité d'autorégulation des entreprises qui seraient capables justement de régler ces problèmes elles-mêmes. C'est tout ce qu'on appelle le domaine de la compliance, hein, qui s'appuie beaucoup sur ce type de raisonnement-là. Donc, la capture, c'est un problème, bien sûr, du point de vue du fait qu'un petit groupe pèse davantage, hein, sur l'action publique. Évidemment, ça pose une question, au final, de légitimité, c'est-à-dire que si le décideur public, effectivement, est de parti pris, si il n'y a pas une autonomie qui est bien maintenue et protégée de la décision publique et du décideur public, eh bien, c'est la légitimité de la décision publique qui est immédiatement posée. La légitimité de la décision publique, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que c'est ça qui permet le consentement à la décision publique. Il y a évidemment, ça c'est une vieille leçon de sciences politiques, mais c'est vrai que l'État, c'est aussi une construction symbolique et sa capacité à agir au nom du public, au nom de l'intérêt public, eh bien, c'est ça qui, en quelque sorte, donne à la violence légitime, à la violence de l'État, justement, son caractère légitime, à sa domination, son caractère légitime. Donc, tout ça, ça n'est pas simplement, disons, un brouillage de frontières ou une circulation qui serait vertueuse, mais c'est aussi un gros risque qui pèse sur le consentement à l'État et bien sûr, au final, sur l'égalité des citoyens face à l'État, puisque certains auraient des capacités à peser davantage sur la régulation que d'autres. Donc,
Voilà un peu les enjeux, c'est-à-dire que ça n'est pas une frontière, cette frontière publique-privée, cette frontière qui est saisie par la notion de conflit d'intérêts public-privé, hein, eh bien, cette frontière n'est pas une frontière comme les autres. C'est une frontière qui nous situe aux frontières de la démocratie et de la légitimité, encore une fois, d'un État démocratique. Alors, rapidement, parce que je me rends compte que j'ai déjà été un petit peu long, la question de la manière dont en France on a commencé à traiter cette question. Je dirais que là-dessus, Madame Foucault sera certainement beaucoup plus compétente que moi pour évoquer. Moi, je dirais qu'on a effectivement créé en France pour prévenir, gérer ces situations croissantes de conflits d'intérêts et les risques qu'ils font peser sur la légitimité de l'État, encore une fois, l'action publique. On a adopté cette loi en 2013 dans le sillage d'une série de corruption, hein, notamment le cas Cahuzac, qui était ce ministre du budget qui était lui-même qui détenait lui-même un compte en Suisse qui n'était pas déclaré, contrairement à ce qu'il affirmait haut et fort. Bref, cette question de la lutte contre la prévention du conflit d'intérêts, elle a pris la forme de la création d'une autorité pour la transparence de la vie publique. Alors, moi, je ne vais pas rentrer tellement dans les détails, même si dans la discussion, je pourrais le faire davantage. Je dirais donc que cette haute autorité, elle prend la suite d'une commission qui existait auparavant, qui obligeait les responsables publics, pas seulement les hommes politiques, mais plus largement les chefs d'entreprise publiques, etc., les cadres dirigeants de l'État, à des déclarations de patrimoine en début et en fin de mandat. Ça, c'est poursuivi dans la haute autorité. Mais la loi de 2013 ajoutait une chose nouvelle qui était la déclaration d'intérêt, puisque là, on entre justement dans la phase où on s'intéresse au conflit d'intérêt. Et donc, une obligation de déclaration et de transparence des intérêts de ces dirigeants publics. Et la catégorie de dirigeants publics n'a cessé de s'accroître. En France, aujourd'hui, c'est plus de 16 000, je crois, cadres dirigeants élus et aux fonctionnaires qui sont concernés par cette obligation de déclaration d'intérêt auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Alors, ce type de dispositif, donc la création en fait d'une autorité administrative, parce que c'est de ça qu'il s'agit, indépendante, mais néanmoins autorité administrative, et donc les travaux de sociologie, je dirais, sur la délinquance, moi je pense en France tout particulièrement aux travaux de Pierre Lascoum, qui est une grande figure dans laquelle je renvoie pour tous les travaux sur les élites délinquantes, comme il appelle lui-même. Ces travaux montrent une chose, c'est quand même le risque qui existe avec la création de ces autorités administratives. Elles ont à la fois, évidemment, elles sont porteuses d'une prise de conscience de la société sur cette question du conflit d'intérêts, la création de nouveaux instruments de contrôle, d'une plus forte transparence, etc. Mais comme l'indique Pierre Lascoum, elles peuvent être aussi, tout est dans le potentiel et dans l'incertitude justement là-dessus, mais elles peuvent être aussi regardées comme des façons de dépénaliser, des façons de traiter de manière administrative un problème qui relèverait prioritairement du pénal ou de la justice. Alors là, il y a tout un débat, mais je me contente juste de le poser là. Il y a toute une discussion sur ces autorités, et notamment en France, hein, qui sont très nombreuses, autorités administratives, bon, qui finalement peuvent aussi apparaître parfois comme une manière de déposséder la justice. Alors, parallèlement, en France, c'est aussi développé, et ça c'est très important de le dire, un parquet national financier qui a, pour le coup, d'un point de vue pénal, des pouvoirs importants. Alors, parmi les éléments que Pierre Lascoum relevait aussi, du côté de ces autorités, c'est un deuxième risque, c'est le fait qu'en général, elles viennent sous forme multiple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité
chargée de la corruption, de la lutte contre la corruption et de la prévention du conflit d'intérêts. Mais en général, elles se multiplient. Et évidemment, les unes entrant rapidement en concurrence avec les autres. En France, on avait, et on a toujours dans une certaine mesure, la commission pour la déontologie de la fonction publique, qui a moins de pouvoir aujourd'hui, je ne rentre pas forcément dans les détails, mais qui s'occupait justement de donner son avis sur les pantouflages, sur les passages des hauts fonctionnaires dans le privé. On a la haute autorité de la transparence de la vie publique qui s'occupe d'abord et avant tout des déclarations de patrimoine, des déclarations d'intérêt. Je ne parle pas des questions sur le lobby, qui est un autre chapitre. Et puis, on a aussi dans les deux assemblées, un déontologue à l'Assemblée nationale, une commission au Sénat, bref, une sorte de multiplication, ce qui fait que, évidemment, dans cette multiplication, il y a toujours le risque de la concurrence, il y a toujours le risque de la neutralisation respective, et là aussi, c'est potentiel, ça peut très bien marcher sous le mode de la coopération, mais c'est souvent sur le mode de la concurrence que ça marche. Et puis, dernier point, qu'on pointe souvent, c'est-à-dire que pointe aussi Pierre Lascoum, hein, l'expérience prouve, l'analyse comparée, je dirais sociologique, prouve aussi, dernier point, qu'en général, ces autorités sont mal dotées administrativement, du point de vue de personnel. Qu'en quelque sorte, on en limite la capacité d'action en limitant les moyens administratifs et financiers. La question n'est pas de savoir si c'est une intention malveillante ou pas, mais le fait est là que, y compris la haute autorité, qu'on ne cesse, cette haute autorité française, donc pour la transparence de la vie publique, à laquelle on ne cesse de donner des nouvelles compétences. Donc, il s'agit de déclarations de patrimoine, des déclarations d'intérêt, puis maintenant, il y a une obligation pour les lobbies de se déclarer dans un répertoire du lobby. Et puis, c'est aussi maintenant en termes de pantouflage des anciens ministres. Bref, la haute autorité se voit à chaque réforme législative rajouter en quelque sorte des pouvoirs, mais les moyens administratifs ne suivent pas. Et de ce point de vue-là, il me semble que la situation reste extrêmement… comment dire, on en reste encore au début, finalement. On n'a pas une sorte de grande autorité de l'intégrité publique qui serait chargé de l'ensemble de ces portefeuilles, en quelque sorte, et qui aurait des moyens importants, y compris des moyens d'investigation importants. Donc tout ça est à prendre en compte pour évaluer, je pense, ces autorités administratives en matière de conflit d'intérêts, tous ces éléments que j'ai indiqués, parce qu'ils peuvent en limiter considérablement la portée. Il ne suffit pas qu'il existe une autorité administrative en la matière pour qu'elle soit automatiquement efficace. Et je dirais un dernier point qui est en termes de conclusion. Ce qui me frappe, et là c'est plus le chercheur qui parle, c'est qu'au final, y compris en France, où après 10 ans, 15 ans, justement de mobilisation autour de ce thème, de création d'institutions qui s'empilent en quelque sorte, eh bien la connaissance finalement des phénomènes dont on parle, de conflits d'intérêts, des pantouflages, aussi des formes de sous-traitance par l'État à des entités privées, notamment donc cabinets d'avocats, banques et cabinets d'audit, etc. Enfin bref, tout cet espace à la périphérie de l'État, eh bien, qui est celui finalement du conflit d'intérêts, c'est celui sur lequel doit porter la prévention du conflit d'intérêts, eh bien, ce monde-là, eh bien, on le connaît encore extrêmement mal, ce monde aux frontières justement du public et du privé. On n'a pas encore fait le travail de connaissance, on n'a pas encore vraiment les données, et notamment un des effets de la faiblesse administrative de la haute autorité, c'est qu'elle n'a pas les moyens, il me semble, hein, de se doter justement d'instruments de connaissance qui permettraient aussi de connaître l'état du problème avant même, je dirais, de le réguler ou d'y faire face. Voilà. J'en reste là et je vous remercie. J'ai peut-être été encore un peu long. Merci pour votre attention.